Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées en France. Je vais passer la parole tout de suite à Madame Audier, la présidente d'Impact Tank. Oui, bonjour à tous. Donc, Agnès Audier, je suis présidente de l'Impact Tank. Le directeur général est Tony Bernard, que vous connaissez peut-être plus que moi. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de toute l'équipe aujourd'hui. On a choisi d'explorer un sujet nouveau, l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées en France. Vous le savez sans doute, les travaux de l'Impact Tank se structurent autour de thèmes du type de celui qu'on évoque aujourd'hui, ou de l'inclusion numérique, ou des innovations sociales dans les territoires ruraux et périurbains. Bref, on prend des thèmes précis et on essaye d'explorer ce qui se fait et de rejoindre toujours le thème à la question de l'évaluation de l'impact, puisque c'est ça notre raison d'exister, la mesure de l'impact. Et puis nous avons aussi des thèmes qui sont plus transverses, comme le sujet de la disponibilité des données, toujours à des fins d'évaluation, ou des sujets, par exemple, comme la notation extra-financière. Donc, on est bien aujourd'hui dans la première famille de sujets où on prend un thème précis, on explore. Et donc, vous allez avoir aujourd'hui 6 regards, 6 expériences, 6 retours sur cette question de l'accueil et de l'intégration des personnes réfugiées en France. Et donc, je passe tout de suite la parole à Christian pour qu'il puisse lancer les discussions et lancer, avant les discussions, les présentations. Merci à tous. Merci Madame Audier. Donc effectivement, avant de faire une petite présentation sur Impact Tank, nous aurons ensuite une discussion sur l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées en France. Quelles sont les premières étapes et ensuite seront suivies par une analyse sur l'insertion professionnelle avec les regards croisés sur le rôle de l'entreprise. Vous aurez ensuite l'opportunité de poser des questions au panel et ensuite Madame Audier nous partagera sa conclusion. Donc pour commencer cette table ronde, Mélissa Askil, chargée d'études chez Impact Tank, pourriez-vous nous présenter le projet Impact Tank et ce que nous avons prévu pour aujourd'hui? Oui, merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. Mélissa Axi, effectivement, chargée d'études au sein d'Impact Tank depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je suis ravie de voir qu'il y a du monde aujourd'hui. Ça fait sens. En fait, ça nous permet de voir que ça fait sens de faire ce sujet et de mener ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, effectivement, en quelques minutes, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous présenter l'Impact Tank et vous présenter vraiment les activités qu'on mène maintenant depuis 2020. Parce que l'Impact Tank est un think tank qui a été créé en octobre 2020 à l'initiative du groupe SOS d'une part, première entreprise sociale, et de 4 universités partenaires que sont Sciences Po, le CNAM, Sorbonne Université et Paris Dauphine. Et effectivement, comme Agnès Audier le précisait, la mesure d'impact est notre sujet, le cœur de nos sujets. Effectivement, notre objectif est de pouvoir contribuer à la diffusion de la culture de la mesure d'impact, de montrer ses bienfaits et d'inciter aussi à aller en ce sens pour toutes les structures, que l'on parle des entreprises du business as usual, pardon, que dans l'ESS particulièrement où ces pratiques sont déjà développées. Et pour faire cela, on a effectivement 3 piliers, 3 axes sur lesquels on mène un peu nos activités. Le premier, c'est vraiment de pouvoir porter des sujets techniques autour de la mesure d'impact et de les vulgariser, effectivement à travers donc bien sûr l'approche de notre directrice scientifique, Émile Stivnard, qui est une des premières personnes à avoir évoqué ce sujet en France. Voilà, on essaie de porter ce sujet, de le vulgariser à travers les groupes de travail notamment qu'on mène, des groupes de travail dont l'objectif est de rédiger des rapports de solutions, d'un côté pour porter des recommandations autour de la mesure d'impact en tant que telle, mais aussi de mettre en valeur les structures qui se lancent dans cette aventure, dans cette démarche de mesure de leur mesure d'impact social. Et voilà, on essaie vraiment de porter ce sujet-là, que ce soit sur les groupes de travail, sur des thématiques transverses, comme disait Agnès Audier, mais aussi sur des sujets un peu plus techniques, comme effectivement la taxonomie sociale, le reporting extra-financier, voilà, des sujets techniques qu'on essaie de porter aussi. Notre objectif, il n'est pas seulement d'être dans cet aspect assez scientifique et d'expertise, mais aussi on a aussi un objectif de plaidoyer à travers toutes nos activités. On émet des recommandations qu'on essaie de porter auprès des pouvoirs publics. On a pu, à cette occasion, remettre un de nos derniers
dernier rapport à Madame Olivia Grégoire sur l'impact sociétal des entreprises. Donc, c'est aussi un objectif très précis que de pouvoir contribuer à la décision publique. Et un troisième pilier qu'on essaie de développer de plus en plus est celui de médias en ligne, où effectivement, on essaie aussi d'être une plateforme pour le monde universitaire, mais aussi pour le monde du terrain, entre guillemets, une plateforme pour porter des solutions, pour porter des recommandations, porter des tribunes de manière générale. Et à cette occasion, on a pu effectivement publier une tribune dans Le Monde et dans d'autres journaux, je ne citerai pas, mais voilà, on a pu contribuer à cette occasion-là et aussi porter des interviews, mettre en avant des entrepreneurs, mettre en avant des chercheurs, des chercheuses qui portent ces sujets-là de mesures d'impact et de manière plus générale d'innovation sociale. Voilà, en quelques mots, à cette occasion aussi, je vous invite à suivre l'Impact Tank sur nos réseaux parce qu'on va effectivement finaliser beaucoup de groupes de travail, sortir aussi des notes d'analyse. Voilà, donc en quelques mots, ce sont les activités de l'Impact Tank aujourd'hui. Merci. Merci, Mélissa. Effectivement, des activités très profondes avec un impact sociétal important dans le futur aussi. Donc, je passe la parole à Camille Hartmann, qui est consultante senior chez OCEOS Consulting, pour effectivement nous parler des acteurs engagés sur le sujet des réfugiés. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je travaille donc au sein de l'activité de conseil du groupe SOS, donc le premier groupement associatif en Europe pour lutter contre toutes les formes d'exclusion. Donc le groupe SOS, c'est plus de 650 structures, 15 000 salariés, 22 000 salariés et 15 000 bénévoles qui accompagnent sur le terrain des personnes en situation de vulnérabilité. Donc chaque année, c'est près de 2 millions de bénéficiaires. Notamment donc, des publics en situation de précarité et des personnes réfugiées. Depuis le début de l'année, on a quasiment doublé nos dispositifs d'accueil pour venir en aide à des personnes réfugiées ou en situation d'exil, jusqu'à devenir donc, en région Île-de-France le premier opérateur pour l'accueil des personnes réfugiées. Donc, on a été très vite confrontés à des enjeux de terrain pour pouvoir accompagner ces personnes dans les meilleures conditions possibles. Et Marie-Lisa et Louisa pourront vous détailler tout au long du webinaire des actions qui ont été mises en place. L'étude qu'on a menée au sein de groupe SOS naissait du constat qu'on accueillait beaucoup de publics dans des situations d'urgence et qui nous manquait une vision détaillée de leurs besoins d'insertion professionnelle pour pouvoir les aider à s'insérer sur le long terme dans des entreprises. Donc, en avril 2022, le secteur Solidarité a lancé une étude pour pouvoir comprendre quels étaient les publics réfugiés accompagnés au sein de nos structures, quels étaient les leviers et les freins à l'employabilité pour leur permettre de s'insérer sur le long terme. Donc, cette étude comportait 2 volets, un volet donc, sur les bénéficiaires, mais également un volet sur les employeurs pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait déployer ensemble des actions d'insertion professionnelle les plus adaptées. On a décidé de se concentrer sur 2 régions un peu pilotes, la région Île-de-France et la région PACA, qui sont traditionnellement des terrains d'accueil pour les personnes en situation d'exil. Et on a commencé à mener une enquête via un questionnaire en ligne et via des ateliers avec des professionnels de l'action sociale pour bien diagnostiquer quelles étaient les spécificités et les aspirations, les trajectoires professionnelles des publics accueillis. On a plus de 600 personnes qui ont répondu à l'étude, qui est toujours en cours. Donc, ce sont des résultats intermédiaires qu'on peut vous présenter aujourd'hui, qui sont très intéressants puisque sur les 600 répondants, on a donc environ 66% de personnes qui bénéficient de la protection temporaire. Le reste sur d'autres statuts de protection internationale. Majoritairement donc, des femmes qui sont arrivées en France avec leurs enfants en y laissant donc, leurs conjoints dans leur pays d'origine. Et sur l'ensemble des répondants qui ont contribué à l'étude, une grande majorité, plus de 80%, souhaitent trouver un emploi pour pouvoir s'insérer et bénéficier, en tout cas sur la période,
d'une expérience qui puisse leur permettre d'accumuler des compétences, des ressources pour pouvoir se projeter sur le long terme. Donc ça, c'est un chiffre clé qui est important, qui montre voilà, l'ampleur aussi des enjeux pour des structures associatives et tous les acteurs de l'économie pour pouvoir offrir aussi des opportunités d'insertion professionnelle en France. Les besoins qui remontent le plus fréquemment, ce sont les besoins d'accompagnement linguistique pour pouvoir s'insérer dans un environnement professionnel en France. La plupart en fait des répondants ne maîtrisent pas le français, ce qui est un obstacle à l'emploi majeur, notamment pour pouvoir candidater et puis pour pouvoir s'insérer plus sur le long terme. Un autre frein qui revient très régulièrement, c'est l'accès au logement, qui est une condition sine qua non pour pouvoir aussi se projeter et avoir aussi la capacité de se projeter sur le moyen terme en emploi. Et enfin, des besoins aussi liés, périphériques, qui sont liés notamment à la garde des enfants, à des solutions de scolarisation pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir retrouver un emploi. Côté sur les besoins d'accompagnement qui reviennent, il y a une vraie volonté de pouvoir aussi travailler sur toutes les compétences liées à l'employabilité, donc une meilleure connaissance du marché du travail en France, un travail important aussi de reprise de confiance en soi, de capacité à se projeter, de valoriser des compétences sur d'autres projets professionnels, puisque pour la plupart, en tout cas, des personnes bénéficiant de la protection temporaire, elles occupaient des postes en Ukraine qu'il est difficile de retrouver en France, puisque demandant soit des diplômes spécifiques, soit un niveau de français élevé. Donc, il y a aussi tout un travail à faire sur comment construire un projet professionnel en France en reconversion pour la plupart. Donc, cette étude, elle est très importante puisqu'elle permet à des acteurs associatifs comme le groupe SOS, mais également la Croix-Rouge, la Fondation FACE, de pouvoir aussi réinterroger quels sont les besoins prioritaires des publics réfugiés qui arrivent en France pour pouvoir adapter les programmes, les actions qui peuvent leur venir en soutien. Donc, c'est une étude qui est encore en cours sur lesquelles on souhaite mobiliser le plus grand nombre pour pouvoir à la fois construire un plaidoyer commun et des actions coordonnées pour améliorer la prise en charge des personnes. Elle sera du coup menée jusqu'à tout au long de l'année 2022 et les résultats finaux seront présentés en 2023. Donc, on sera ravis de pouvoir vous les restituer en intégralité à ce moment-là. Merci Camille, merci Mélissa. Mais a priori, c'est effectivement une première de faire une étude de cette ampleur et de cette profondeur. Et ça va nous donner un éclairage assez important qui va nous permettre effectivement de pouvoir avoir un certain nombre d'actions plus précises dans le futur. Donc, pour ouvrir le débat sur l'accueil des personnes réfugiées en France et sur les défis des hébergements des personnes réfugiées, Louisa Dassi, directrice du groupe SOS Solidarité et du pôle Asile et Intégration, pourriez-vous nous éclairer sur la thématique? Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais adopter un ton un peu polémique parce que je pense que c'est bien. Après le combat et le parcours du combattant pour la demande d'asile et avoir le fameux statut de réfugié ou la protection subsidiaire, on va rentrer dans la phase de l'insertion par le logement, pour ne pas dire par l'hébergement, qui va devenir encore très périlleux. Alors, je vais quand même donner des éléments de contexte, sinon on va tous se perdre, moi moins que vous, mais donc on va y aller. Lorsqu'une personne arrive en France pour faire une demande d'asile, on lui propose les fameuses conditions matérielles d'accueil.
Donc, c'est tout simplement au guichet unique des demandeurs d'asile, OFII, préfecture. Ils arrivent, on leur dit « acceptez-vous les CMA ?» Donc, bien entendu, ils acceptent. C'est simple, c'est l'allocation des demandeurs d'asile. Ça va être d'accepter l'accompagnement qui va être fait par une association, un opérateur. Et l'hébergement. L'hébergement, il n'y en a pas 10 000. Il y a l'hébergement dans un CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile. D'accord? On n'est plus sur un public famille. Et ensuite, on a l'hébergement d'urgence demandeurs d'asile. Là, on a essentiellement des demandeurs d'asile sous procédure Dublin et majoritairement des hommes isolés. Et ensuite, lorsqu'ils ont réussi à avoir le statut, et pour les très, très vulnérables, donc c'est-à-dire les moins de 25 ans, ceux qui ne maîtrisent pas du tout la langue et qui sont très loin du marché de l'emploi et qui ont une problématique santé. Bon, vous imaginez bien que généralement, ils cumulent, hein, c'est plus simple pour faire de l'insertion. Ils peuvent intégrer, avoir une place en CPH, Centre provisoire d'hébergement. Au niveau des termes employés, vous étonnez pas, je vais souvent parler des bénéficiaires de la protection internationale. Parce que réfugié, c'est quand on est statué au niveau de la Convention de Genève, mais on a aussi la possibilité d'avoir la protection subsidiaire. D'accord? Alors, quand on a de la chance, on a effectivement une place en centre provisoire d'hébergement. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de places en centre provisoire d'hébergement. Les demandeurs d'asile, une fois qu'ils sont statués, ben, ils ont enfin un statut qui leur permet d'avoir une autorisation de travail. Il faut savoir qu'il y a un choix politique qui est fait, que pendant la demande d'asile, il n'y a pas de cours de français. Parce qu'on estime que c'est toujours mieux de laisser les gens, pendant leur instruction, sans cours de français. Parce que comme ça, au moins, on est sûr qu'ils ne comprennent pas. C'est ironique, hein. J'ai bien dit que j'allais être ironique. Donc, en l'état, bien entendu, nos travailleurs sociaux vont orienter vers tous les cours, toutes les associations qui dispensent des cours de français gratuitement. Donc ça, c'est le premier point. On a la possibilité, normalement, quand on est demandeur d'asile, alors c'est de demander auprès de la directe, qui n'existe plus. Maintenant, ça a fusionné, c'est les DETS. Donc, Direction départementale Travail, Emploi, Solidarité, de demander une autorisation de travail. Et alors, on ne vous l'accorde que si vous êtes sur un métier en tension et qu'on a vraiment besoin de vous. Et par principe, en fait, on ne vous l'accorde pas. Donc, voilà un peu où on se trouve. Donc, les possibilités de logement sont d'abord des possibilités d'hébergement. Alors que quand une personne a enfin ouvert ses droits parce qu'elle est statuée, elle a droit au RSA. Vous imaginez bien que quand on a le RSA, en fait, on n'a pas beaucoup d'opportunités ni d'hébergement ni de logement. Aujourd'hui, en Île-de-France, une demande, une DLS, donc demande de logement social, met entre 18 mois et 24 mois pour aboutir. Donc, une fois que vous êtes statué, il faut vous mettre en mode warrior. Je dois parler français, je dois faire une formation, si possible, qualifiante. Mais comme je n'ai pas le niveau A2 exigé, parce qu'au niveau des langues, bah, pour accéder à certaines formations, bah, il faut que vous puissiez être en autonomie. La plupart aujourd'hui des personnes qu'on a réfugiées ont un niveau A1, donc c'est-à-dire plutôt intermédiaire. Ils sont en capacité de vous comprendre et ils sont en capacité de répondre, mais ça s'arrête là. Mais déjà, ils se débrouillent. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, je fais un focus sur la langue et je vais faire le lien avec l'hébergement parce que c'est lié. Donc, on va se retrouver, lorsque les personnes commencent à travailler, à avoir un peu des ressources supplémentaires, à avoir en fait essentiellement des propositions sur des résidences sociales, donc où il va y avoir encore un accompagnement, des propositions sur des foyers de jeunes travailleurs, où il va y avoir encore un accompagnement. Résidence sociale, on est sur du temporaire. Foyer jeunes travailleurs, on est sur du temporaire. Et pareil, il y a une liste d'attente. On va être sur de l'intermédiation locative, c'est-à-dire que c'est un dispositif, et le groupe SOS est l'un des premiers opérateurs à gérer de l'intermédiation locative, où la personne, en fait, va se retrouver, c'est une association qui a le bail, et qui va justement faire héberger ces personnes, les accompagner. Et lorsque la personne a présenté toutes les garanties qu'il faut, on essaye de faire glisser le bail. Et donc, on appelle ça les baux glissants.
Donc, voilà pour vous dire où on en est. C'est-à-dire que avant d'accéder au logement, en fait, on va être encore sur de l'hébergement avec de l'accompagnement et la nécessité d'apporter certaines garanties. Là où il y a une aberration, c'est qu'on se retrouve avec des résidences sociales, des foyers jeunes travailleurs, bon, pour des raisons d'impayés, mais pas forcément liées qu'aux réfugiés, hein, d'une manière générale, hein, le contexte est ce qu'il est. Eh ben, en fait, ils vont demander lors des entretiens, parce que les gens passent un entretien hein, pour être admis, on va leur demander un niveau de français. C'est-à-dire qu'on va leur demander d'être autonomes et de pouvoir comprendre certaines consignes de sécurité pour pouvoir accéder à un contrat d'hébergement. Donc, du coup, on est clairement sur un public qui est fatigué, ça on ne le dit pas, mais qui concrètement doit en fait être proactif, doit accepter tout type d'accompagnement. Et on est censé les intégrer, les amener vers l'autonomie, mais en fait, on a des dispositifs qui viennent pas les infantiliser, juste leur dire, bah, c'est pas encore assez. Donc, l'insertion par le logement, je pense que vous l'avez compris, ben, c'est très compliqué. Donc, il y a des dispositifs en parallèle qui sont en train de se créer. On travaille bien avec Singa, on fait de la cohabitation solidaire, donc on trouve des alternatifs où, à un moment donné, c'est bien que les citoyens prennent le relais. Donc, c'est dans le cadre du dispositif J'accueille. Donc, on formalise un contrat tripartite, c'est-à-dire que le réfugié, il y a l'accueillant, l'accueilli et l'opérateur qui va faire l'accompagnement social, et nous, c'est ce qu'on fait. Donc, voilà, c'est une solution qui est temporaire, hein. La famille accueillante ou les personnes accueillantes vont s'engager sur 3 mois et on espère 1 an maximum. Donc, je sais que Singa doit être dans la boucle de ce webinaire, donc je les laisserai réagir. Donc, voilà, il y a cette solution. Et aujourd'hui, en Île-de-France, on est tout simplement saturé. C'est-à-dire que il faut savoir qu'un BPI, donc un réfugié, relève du droit commun. C'est-à-dire qu'il est comme vous, il est comme moi. Sauf que c'est quand même plus compliqué lorsqu'on ne parle pas très bien le français et tout simplement lorsque on a un nom, un prénom à connotation très étrangère. Donc là, c'est pour tout le monde, hein. Donc les réfugiés n'ont pas de coupe-fil pour accéder à un logement. Donc du coup, aujourd'hui, on a des stratégies tout simplement de mobilité en province. Donc, on met en place des projets qui s'appellent Bouger c'est permis, où il y a carrément des séjours découvertes sur des villes, mais plutôt des grandes villes et des moyennes villes avec des perspectives d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les BPI, et c'est triste à dire, hein, en Île-de-France, ont bien compris que c'était saturé et que il y a beaucoup, hein, il faut aussi le savoir. Alors, surtout les hommes isolés, il n'y a pas assez de place hein, non plus dans les CADA et les UDA. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font une demande d'asile, mais qui sont hébergées soit par des tiers, soit à la rue. Donc, vous avez suivi l'actualité des grands campements existants un peu partout en Seine-Saint-Denis, Aubervilliers. Alors, le groupe SOS a fait des opérations de mise à l'abri. Donc, on a hébergé des personnes migrantes. Les statistiques sont plutôt inquiétantes. Sur l'ensemble des opérations qu'on a faites, et on a accueilli plus de 500 personnes, 25% sont des réfugiés. 25%, en fait, sont des réfugiés à la rue. Donc, et essentiellement des hommes isolés. Donc aujourd'hui, on travaille la question de la mobilité. Elle est en train d'être intégrée par beaucoup de personnes qui préfèrent quand même être en province sur un hébergement ou un logement avec une possibilité d'emploi sur un métier en tension. Donc il y a cette perspective qui est en train de s'ouvrir. Ensuite, on a créé alors le CARSA. C'est un dispositif innovant qui s'appelle le Centre d'accompagnement des réfugiés sans abri. Alors, sur le principe, on est très content parce qu'on a une équipe qui est certes une équipe sociale, mais on a des postes un peu nouveaux qui n'existent pas dans les dispositifs habituels. On a une coordinatrice linguistique et culturelle et on met en place des cours à visée professionnelle et on travaille avec des entreprises.
On a aussi une chargée de formation et emploi et une chargée mobilité logement. Vous voyez, c'est pour vous dire, on en est arrivé à coller mobilité et logement. Donc, on change un peu de paradigme. On est sur une mobilité accompagnée qui n'est pas forcément choisie, mais qui devient nécessaire. Le groupe SOS, là, dernièrement, via la plateforme départementale pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, la plateforme R, est en train d'expérimenter des mobil-homes, des petites maisons en bois, qu'il sera possible justement de mettre sur certains sites, et notamment là où il y a de l'emploi. Donc, on en est arrivé maintenant. Alors, à la base, c'est ramener les réfugiés en province pour travailler avec possibilité d'hébergement. Et on se rend compte que dans certaines zones, il y a du travail, mais pas d'hébergement. Donc, on conçoit une petite maison en bois pour pouvoir avoir les deux et que l'insertion par le logement devienne durable. Je pense que j'ai un peu donné le fil conducteur pour l'insertion par le logement. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Louisa. Effectivement, le parcours du combattant ne s'arrête pas là et merci pour cette introduction très punchy, ce qui montre bien la problématique quand on arrive en France sur avoir une possibilité d'intégration et c'est compliqué. Donc, je vais passer la parole à Firaz Kanjaki, qui est doctorant en droit international, qui va nous parler effectivement de la complexité sur une partie de la population des personnes réfugiées sur les difficultés en termes d'intégration sociale auprès des chercheurs en exil. Donc, Firaz, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre expérience sur le sujet? Merci beaucoup Christian et merci à l'équipe Impact Tank pour l'invitation à ce webinaire où effectivement il sera question des difficultés d'intégration sociale pour les réfugiés en France, mais en focalisant sur une catégorie qui est un peu particulière, qui concerne les scientifiques en exil ou les universitaires, les chercheurs en exil en France, et le programme d'accueil qu'il aurait dédié, qui est le programme PAUSE. Alors pourquoi ce choix? Pour deux raisons. Déjà parce que ce programme mérite d'avoir plus de lumière, car il est très sollicité, il est sous pression et on demande énormément de lui. Mais aussi parce qu'en explorant les difficultés d'une catégorie de réfugiés qui est un peu particulière, qui possède certaines particularités, les besoins des autres catégories de réfugiés deviennent plus faciles à comprendre. Car on a peut-être tendance à dire que les cibles de programme PAUSE sont des personnes hautement qualifiées et par conséquent, l'intégration à la fois professionnelle et sociale est beaucoup plus facile pour eux. Eh bien, je crois que c'est plus nuancé que ça. Alors tout d'abord, quelle est l'origine du programme PAUSE et quel est son objectif? Alors, le programme PAUSE, il est officiellement lancé le 16 janvier 2017 et le PAUSE, c'est l'acronyme, plus particulièrement, c'est le Programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil et il est né en contexte de plein conflit syrien et suite à une prise de conscience qui a consisté à dire qu'il nous faut en France un programme qui est spécifiquement dédié à l'accueil et à la protection des chercheurs en exil qui sont de plus en plus pris pour cible dans leur pays d'origine. Alors, le programme il est piloté par le Collège de France et il est financé par l'État français et par des fonds privés. Alors, PAUSE s'adresse aux doctorants, mais pas que. Il s'adresse aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs et aux artistes enseignants aussi, qui peuvent prétendre éventuellement du statut de réfugié en France. Alors, il s'agit donc d'une voie complémentaire d'accès pour les réfugiés ou une voie complémentaire d'intégration pour les réfugiés. Alors, mais vers quoi mène cette voie complémentaire pour les chercheurs en exil très particulièrement? Alors, en fait, l'ultime objectif du programme PAUSE est de non seulement offrir un premier accueil pour les chercheurs en exil, mais aussi de les préparer pour une nouvelle vie professionnelle et sociale en France, car pour la plupart d'entre eux, le retour dans leur pays d'origine, sur le court ou le moyen terme, n'est plus possible.
Alors, cet objectif passe par une première phase d'accueil qui consiste à ce que le chercheur s'intègre lui-même dans un établissement de recherche qu'on appelle par la suite un établissement d'accueil, et ce, après avoir validé auprès de cet établissement son projet de recherche. Alors vient par la suite la demande de cofinancement qui vient auprès du programme PAUSE. Une fois cette demande est acceptée, on devient un lauréat du programme PAUSE. Alors donc, pour les lauréats, le début de la vie professionnelle en France, elle est plus ou moins assurée. Alors, cette première phase d'accueil est tout de suite suivie d'une deuxième phase d'accompagnement. Et cet accompagnement vise à assurer une sortie réussie du programme qui consiste à ce que le lauréat trouve une certaine stabilité, une certaine autonomie professionnelle. Alors, nous serions tentés de dire que puisque nous parlons ici d'une catégorie de personnes qui sont hautement qualifiées, qu'une sortie réussie du programme est sûre et certaine. Alors malheureusement, cela n'est pas si évident que ça, car déjà la plupart des lauréats se retrouvent à leur arrivée dans des situations où ils sont obligés, et ça a été dit, déjà d'apprendre la langue, mais aussi d'apprendre dans leur structure d'accueil des compétences et de s'adapter à des codes et des méthodes de travail qui sont drastiquement différents de ceux qu'ils connaissent dans leur pays d'origine. Alors, cette adaptation est un processus qui nécessite bien évidemment beaucoup d'investissement, un investissement conséquent de la part du lauréat lui-même, mais aussi un accompagnement de la part du programme. Alors, mais ces difficultés qui sont liées à l'intégration professionnelle, et là j'y viens à l'intégration sociale, sont très souvent accompagnées par d'autres difficultés d'ordre social qui pourraient être parfois d'une importance similaire pour le lauréat. Alors, après la sortie, en effet, après la sortie du programme, le lauréat il est confronté aux difficultés d'intégration sociale dans ces structures professionnelles d'accueil. Alors, une première difficulté à laquelle font face les lauréats, c'est le problème du manque du réseau professionnel. Alors, personne n'ignore que le réseau professionnel, ou le réseau en général, il est parfois un élément très important pour la réussite professionnelle, non seulement en France, mais partout dans le monde. Alors, la difficulté pour les lauréats de construire un tel réseau est aggravée par le fait que la durée de l'accompagnement du programme PAUSE est relativement courte. Il est de 6 mois à 1 an pour les chercheurs et de 1 an à 3 ans pour les doctorants, et ça, c'est dans des cas très rares. Il est donc difficile de construire un réseau pendant cette période relativement courte où on est toujours en phase d'adaptation, rappelons-le. Alors, ce manque de réseau professionnel, il est encore plus aggravé pour les chercheurs en exil ou les lauréats par l'absence d'un soutien familial et le manque d'un tissu social qui les entoure. Alors, malgré un partenariat entre le programme PAUSE et le ministère de l'Intérieur qui facilite énormément de problèmes administratifs, les lauréats, comme la plupart des réfugiés, peinent énormément à faire venir leurs familles qui sont, pour la plupart d'entre eux, sont toujours dans leur pays d'origine. Alors, une troisième difficulté est le fait que les lauréats qui ont réussi à s'intégrer professionnellement éprouvent une difficulté, et ça peut être moins évident pour beaucoup de monde, ils éprouvent une difficulté de tisser des liens d'amitié avec leurs collègues de travail, qui sont leurs premiers points de contact avec leur société d'accueil. Alors, certains chercheurs en exil, certains lauréats disent, par exemple, que même si on a des liens très amicaux, très amicaux avec nos collègues de travail, une fois sortis de travail, on n'est plus là. Il n'y a plus ce contact-là. Alors, une dernière difficulté est d'ordre plutôt psychologique que social, mais ça mérite d'être abordé. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, que parmi les chercheurs en exil, il y en a qui sont très connus dans leur pays d'origine et qui occupaient des postes très importants, mais une fois en France, ils sont souvent obligés de basculer vers des postes qui sont beaucoup moins importants qu'avant. Et de ce fait, ils éprouvent un changement de regard qu'on leur réserve et qui serait lié au changement d'occupation professionnelle entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Mais il y en a certains d'autres qui réfèrent cela à une certaine labellisation qu'ils endurent en France ou dans les pays d'accueil plus généralement, que ce soit par l'utilisation du terme réfugié ou chercheur en exil.
Donc, du fait de cette labellisation, et je mets toujours labellisation entre guillemets, hein, ils disent qu'ils ne sont pas perçus par leurs collègues de travail comme seulement et entièrement des chercheurs qualifiés, mais le label de réfugié vient toujours ou souvent éclipser et dévaloriser leur statut de chercheur compétent dans leur domaine de recherche. Alors, pour conclure, on m'a demandé d'explorer des solutions qui peuvent être apportées ou qui peuvent apporter des réponses à ces problèmes d'ordre social. Alors, très sincèrement, je ne sais pas si je suis capable de donner des solutions concrètes à ces phénomènes qui sont souvent très complexes. Parce que si certaines, on a vu, ils rendent difficile l'intégration professionnelle tout court, il y en a certains d'autres qui pourraient être responsables d'une sorte de stagnation professionnelle, qui veut dire qu'on est intégré dans cette structure-là et on reste pour toute notre vie. Alors, je pense que ce dont on a besoin, ce sont des dispositifs innovants qui répondent aux enjeux à la fois professionnels et sociaux, mais en fait, tout dépend du contexte et du cadre dans lequel le réfugié est embauché. Et s'il y en a une leçon que nous avons tirée de la crise sanitaire, c'est le part important que le travail occupe dans nos vies de tous les jours, mais aussi l'impact qu'il a sur notre santé mentale aussi. Alors, je crois que cela est encore beaucoup plus important pour un réfugié ou un chercheur en exil en France, qui est en France depuis une durée qui est relativement courte et qui n'a souvent comme cadre, qui n'a souvent que son cadre de travail comme fenêtre à la société dans lequel il vit. Alors, je crois que j'ai abordé tous les points et je vous remercie et j'espère que ça a été clair. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Firas pour cet éclairage, effectivement, par l'angle très spécifique, mais qui donne effectivement un éclairage beaucoup plus important et qui est très complémentaire avec l'analyse de Louisa. Effectivement, si on regarde au niveau macro, les crises géopolitiques, les conflits armés, les impacts des changements climatiques vont être de plus en plus importants et avoir des flux migratoires de plus en plus importants dans les différents pays. Et ces crises sont de plus en plus rapprochées. Donc, les acteurs de la société et le gouvernement doivent trouver des solutions de plus en plus impactantes et plus rapides pour faire face à ce que vous tous les deux avez dit, Louisa et Firas, sur la complexité, effectivement, ou le parcours du combattant que ont les personnes réfugiées quand ils arrivent en France. Donc pour illustrer comment les acteurs de la société peuvent effectivement essayer d'aider, il y a un certain nombre de collectifs qui se sont mis en place et on va regarder par le regard croisé du rôle de l'entreprise. Ce qui peut se faire. Récemment, lors d'une table ronde que j'ai animée, qui était avec la CCI et avec le HCR, il y a eu des engagements qui sont pris par les entreprises, effectivement, pour accompagner. Et ils ont créé le club de Paris des entreprises qui s'engagent sur l'intégration des personnes réfugiées. Il y a le collectif Réfugiés Air Talent qui va aussi dans ce sens-là. Donc, ce sont des bonnes nouvelles qui sont toutes récentes quand même, mais qui vont permettre effectivement d'accompagner. Je ne veux pas dire que ça va faciliter, Louisa et Firas, ce que vous dites. Cette complexité existe et elle doit être traitée au niveau gouvernemental. Donc, pour parler effectivement de l'insertion professionnelle, on va commencer avec Camila Rios Sarma, directrice et fondatrice de UNRI, qui est Université et Réfugiés, pour nous parler effectivement de la formation. Camila. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité pour pouvoir parler un peu du rôle aussi de l'éducation et de la formation dans la lutte contre le déclassement professionnel, dans l'insertion professionnelle des personnes. Je vais commencer en parlant un peu sur cette question de déclassement professionnel parce qu'on est très souvent dans toutes les réunions où je participe, on parlait beaucoup des métiers en tension
Et en fait, 40% des personnes réfugiées ont un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat. Donc, nous, on est une association qui accompagne des personnes réfugiées à la reprise d'études et à l'insertion académique. Donc, tout ce qui est vraiment lié à la validation des diplômes, reconnaissance des expériences, donc validation de VAE, des acquis et d'expérience, apprentissage du français, et bon, de différents programmes, aspects, mais liés vraiment à cette valorisation aussi des parcours et des expériences professionnelles. Malgré ce fait que 40% de personnes ont au moins les diplômes égal ou supérieur au baccalauréat, l'emploi des personnes réfugiées il reste notamment largement un emploi plus qualifié. Il y a eu récemment une étude publiée par l'IFRI, écrite par Sophie Villan et Fred Salin, qui parlent un peu, ils ont fait une enquête, en étude sur cette question d'insertion professionnelle et les manques de réponses aux personnes qui sont considérées hautement qualifiées ou des personnes qui ont des métiers réglementés en France, donc qui ne sont pas nécessairement hautement qualifiés, mais qui ne peuvent pas continuer leur métier, notamment tout ce qui est médico-social, droit et aussi même journalisme. Donc, l'accès à l'éducation est une problématique de longue date, notamment pour les populations qui sont minoritaires et vulnérables. Dans le monde, il y a seulement 6% des réfugiés qui ont accès à l'enseignement supérieur, contre 37% de la population générale. Dans ces contextes, les femmes réfugiées sont particulièrement exposées à des défis propres dans leur accès à l'éducation supérieure. Et il y a l'HCR qui a développé ou qui a comme objectif d'atteindre 15% de personnes réfugiées qui arrivent à avoir accès à l'éducation supérieure dans l'horizon des 2030. Et il y a des études, il y a des programmes qui sont mis en place en France, notamment lors du réseau MENS, qui est Migrants dans l'enseignement supérieur, où nous, on fait partie. Il y a aussi une autre association qui s'appelle l'Union des étudiants exilés et un collectif d'étudiants qui s'appelle RESOM. Donc, c'est un collectif au niveau national qui ressemble à plus de 50 établissements universitaires et qui ouvre pour améliorer l'accueil des personnes réfugiées au sein des universités et notamment le développement de DU passerelles. Donc, c'est un programme court d'apprentissage de français avec certains éléments métiers, des cours spécifiques dépendant de la filière où la personne va reprendre ses études. Et l'idée, c'est de pouvoir créer une passerelle entre l'insertion proprement parlant de cursus universitaires et l'apprentissage de la langue. Donc, c'est un moment, une espèce aussi de remise à niveau. Nous, au sein de l'association, on a développé un programme d'accompagnement global sur 3 piliers. Donc, on a un pilier qui est tout ce qui est lié vraiment à l'orientation académique, prenant en compte, faisant un diagnostic des besoins de la personne, en comprenant un peu qu'est-ce que la personne elle a fait dans le passé et quelles sont effectivement ses possibilités et ses options en France, donc soit à travers un VAE, donc on s'associe aussi au programme mis en place par les DAVA qui s'appelle VAE sans frontières. Donc il y a eu notamment dans les dernières années, ça fait 6 ans que je travaille dans ce secteur, spécifiquement à Paris, et je vois, il y a eu la mise en place de différents types de programmes. Et la VAE sans frontières, c'est un programme qui a été mis en place spécifiquement. Il y a une question. Je viens d'une association qui s'appelle UNIR, Université Réfugiés. Je réponds tout de suite. Donc, il y a la VAE sans frontières, qui c'est un programme qui a été mis en place, sachant que la VAE, c'est un dispositif assez lourd et assez complexe. Les remplissages des différents livrets pour arriver au jury, c'est complexe. Donc, il y a eu un travail et des efforts mis en avance pour pouvoir proposer ces dispositifs aux des personnes réfugiées qui ont des différentes preuves, qui ont des expériences professionnelles, pas uniquement dans leur pays d'origine ou de transit, mais aussi en France. Donc, on fait aussi cette orientation.
On fait aussi tout ce qui est lié à l'inscription et orientation, remplissage du dossier pour les universités, donc des candidatures proprement parlant, donc soit à niveau L1, L2, L3 et master M1, M2. Et on travaille aussi avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, pour pouvoir faire aussi de la VES et tout ce qui est avec la fabrique des compétences qui sont en interne, pouvoir proposer à nos étudiants une orientation par des conseillers d'orientation professionnelle. On a un deuxième pilier que c'est la préparation à la reprise d'études, donc notamment avec notre programme d'apprentissage du français. En ce moment, c'est un programme qui a été lancé en 2019, s'appelle FLE 2.0. Il y a des cours en présentiel et des cours à faire, des activités à faire sur une application dont on a développé les contenus pédagogiques. C'est un partenaire qui s'appelle Frelo. Donc, on a 3 niveaux, donc on a A2, B1 et B2, et cette année, on a ajouté 3 autres cours. Il y a un cours qui fait partie des partenaires de la ville de Paris pour des cours de français à lycée professionnel. Donc, on a des débutants, des 1-1. On a aussi un cours de français à 100% en ligne qui on a mis, c'était un peu la réponse de la crise en août dernier, l'arrivée de la mission de sauvetage de l'Afghanistan suite à la chute de Kaboul. Donc, il y a beaucoup de familles qui sont mises un peu dans des différents, comme Lisa parlait, dans des différents endroits dans tous les territoires et qui n'ont pas nécessairement accès à des cours en présentiel. Donc, on a mis en place ces programmes en ligne qui continuent. Donc, on est à la 2e session. Et on a aussi mis en place un cours uniquement pour les personnes fuyant de la guerre en Ukraine. Donc, notamment, c'est un niveau débutant aussi, bon, d'une façon à l'autre, même si on est une association qui reste petite, essayer de répondre à des crises immédiates. Donc, et on a un 3e pilier, qui c'est les piliers de production et diffusion des connaissances. Pardon, je l'oubliais. Dans notre 2e pilier, on a un programme de mentorat. C'est un programme qui a été mis en place, c'est un programme de mentorat féminin, donc c'est uniquement à destination des femmes réfugiées et demandeuses d'asile qui sont dans une démarche de valorisation de leur parcours, d'insertion académique, mais aussi professionnelle, parce que parmi les femmes qui en accompagnent, beaucoup sont déjà d'expérience professionnelle, ils sont plutôt dans cette optique d'intégrer les marchés du travail. Donc, on a fait en recherche-action d'abord pour mieux comprendre les jeux des femmes et les difficultés qu'ils rencontrent. Et on a conçu ces programmes qui visent un peu quelques éléments que Firas a mentionnés. Donc, il y a un aspect il y a 4 obstacles qui sont ressortis de cette étude. Donc, comme Lisa disait aussi, la barrière linguistique, les manques de réseaux professionnels, mais aussi personnels, donc ces soutiens, ces tissus familial et ce soutien moral. Il y a aussi des difficultés administratives, donc pas uniquement dans les parcours des combattants, de demandeurs d'asile jusqu'au moment d'avoir les statuts de réfugiés ou la protection subsidiaire, mais aussi vis-à-vis face aux universités, à des documents qui sont demandés et qui ne sont pas nécessairement, qui correspondent pas au profil de la personne. Et il y a aussi des obstacles liés au genre. Donc, on a conçu ce programme c'est des mentorats de 6 mois où les femmes ont fait des jumelages des femmes qui sont actives professionnellement au niveau local et des femmes réfugiées. Et en plus des rencontres individuelles, il y a des ateliers collectifs. Donc, une fois par mois, il peut y avoir des ateliers sur le développement personnel, la prise de parole publique, la santé sexuelle et aussi des aspects plus liés aux droits des femmes en France et les différents dispositifs où elles peuvent accéder au cas de se trouver dans des situations de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. On a aussi donc un 3e pilier, et c'est les piliers de production et diffusion des connaissances, notamment avec la publication de cette recherche-action, mais aussi l'organisation des activités culturelles, donc dans une optique de diffusion aussi de la richesse artistique qu'on a à Paris, et de cette
optique d'appropriation d'une certaine façon de la ville où on habite à travers la culture. À partir de juin, nous avons établi un partenariat avec la Fondation ADECO pour développer pour des actions qui sont précises, plus précises à destination des personnes que nous accompagnons, les publics spécifiques qu'on accompagne. Donc, je n'ai pas spécifié, mais c'est des personnes qui sont majeures, qui ont au moins le minimum l'équivalent au niveau bac, donc ils s'étaient scolarisés et qui sont dans une optique d'insertion académique. Ça, c'est les 3 critères habitants dans la région Île-de-France, les 3 critères minimums pour bénéficier de notre accompagnement. Donc, après 4 ans d'existence, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par la formation, même des formations qui ne correspondent pas à leur niveau, mais pour avoir un diplôme en formation certifiante française et qui étaient après, qui sont surqualifiés, qui n'arrivent pas à retrouver du travail. Donc, on s'est mis avec Fondation ADECO pour développer des actions plus concrètes pour cette personne. On n'est pas une association qui a vocation de placer des personnes au sein des entreprises, mais on souhaite, on est dans l'optique de développer des activités et des actions concrètes. Donc, on est en ce moment, on développe des cycles, des ateliers, donc avec le soutien aussi des collaborateurs et collaboratrices des entreprises partenaires. Donc, on a des cycles ateliers, des rédactions CV, lettres de motivation, entretien d'embauche, simulateur, et tout ce qui est vraiment lié à la culture du travail en France. On organise des journées découvertes avec aussi avec un aspect, un volet d'engagement citoyen et mécénat des compétences. Donc, on organisait déjà une journée avec L'Oréal et une autre avec Capgemini pour présenter différents métiers en France, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les débouchés, etc. Et il y a tout un aspect aussi de création des guides et des articles pour faire aussi une sensibilisation au sein des entreprises par rapport au public qui on accompagne et la richesse, le capital social qui, si on n'investit pas et si on ne crée pas des passerelles ou des moyens de les faire intégrer, il y a un gâchis pas uniquement d'aspect humain, mais aussi, si on veut parler économique. Donc, on est en train de développer on l'appelle expérimentation de terrain parce que c'est plutôt un projet pilote. Et il y a un autre aspect du partenariat avec la Fondation ADECO qui c'est en recherche-action. Donc, on va continuer, on va avoir notre deuxième recherche-action, mais cette fois-ci, va être en thèse, donc c'est un contrat CIFRE. On va voir un doctorant qui, pendant 3 ans, il va étudier les rôles qu'il y a la formation et l'éducation supérieure dans la lutte contre les déclassements professionnels. Donc, on a besoin de mieux comprendre en fait cette question parce que même moi, je n'ai pas les réponses. On n'a pas nécessairement des chiffres, des data au-delà des choses que nous, on a en interne. Donc, cette personne, elle va faire une vraie étude pour comprendre à quel point on doit développer des options, des solutions adaptées à ces publics et de quelle façon la société peut se mobiliser dans l'ensemble. Donc, je pense que j'ai fait tous mes points pour aujourd'hui. En tout cas, c'est une association, on existe depuis 4 ans. On est basé au Samar, donc dans les 13e, à quai d'Austerlitz. Donc, c'est un centre, je prends 1 minute pour parler de Samar parce que c'est un endroit incroyable. On est 20 associations qui travaillent avec des personnes réfugiées. Il y a un accueil des jours des femmes et des familles, un accueil des jours des hommes isolés. Et à partir de mercredi et dimanche, à partir de 18h, il devient un lieu ouvert à tout public. Donc, vous êtes bienvenus à nous visiter ici dans cette soi-disant tiers-lieu qui était notre lieu de travail. Merci Camilla pour cet enrichissement sur la formation qui donne une bouffée d'air pour effectivement aider les personnes réfugiées en France. Et c'est bien parce que ça permet effectivement de les aider ensuite à s'intégrer dans l'entreprise. Et Marie-Lessa, vous nous en dire quelques mots. Ce qu'il y a aussi sur les entreprises qui sont engagées aussi sur l'employabilité des personnes réfugiées, celles qui ont vraiment des programmes profonds
d'insertion par le biais du travail, mettent en place aussi des programmes de formation interne à l'entreprise spécifiques pour les aider, mais aussi se rendre compte de la richesse de ces programmes. C'est parce que le feedback, enfin le retour qu'ils ont des personnes réfugiées qui sont en formation, leur permet de voir les lacunes éventuelles qu'ils avaient dans leur propre formation pour la compréhension de la formation qui était faite pour tous les collaborateurs dans l'entreprise. Donc, c'est très complémentaire ce que font les entreprises aussi. Donc, Marie-Lisa, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes directrice générale d'Action Emploi Réfugiés. Pour vous, quel est le rôle de l'emploi dans l'intégration des personnes réfugiées? Je pense qu'on a déjà en partie répondu à cette question avec les précédentes interventions. Il s'agit d'une partie de l'identité de chacun d'entre nous. Notre profession même, ça fait partie des 3 premières questions qu'on s'est fait poser quand on rencontre une nouvelle personne, les noms, que fais-tu dans la vie, où tu habites ou de quelle origine tu es, si nous avons un accent. Donc, les rôles de l'emploi est fondamental. Moi, je dirais de mon point de vue, c'est le 2e pilier avec les logements qui construit vraiment fondateur d'une vie stable et à laquelle tout le monde ambitionne. Ces 2 piliers, l'emploi et les logements, sont constitués, on les a bien entendus, des plusieurs briques qui doivent être composées, sur lesquelles ces piliers se construisent: la maîtrise de la langue, un hébergement, un logement stable, une santé mentale et physique nécessaire, et aussi l'intégration, quand même la connaissance, des codes socioculturels et du marché du travail nécessaires. Et tant d'autres, on en a évidemment déjà mentionné certains, mais l'emploi, comme les logements, est vraiment je dirais, des 2 piliers fondamentaux pour une vie stable de chacun d'entre nous. Action Emploi Réfugiés, donc, comme a été dit, est une association qui accompagne, qui prépare les personnes bénéficiaires de protection internationale, donc en clair les réfugiés, les personnes avec une statut de protection subsidiaire, les statuts de protection temporaire aujourd'hui enfin activés depuis qu'il a été créé au niveau de l'Union européenne en début des années 2000, et aussi les apatrides. Il y a parmi les personnes qui sont protégées par ces statuts de bénéficiaires de protection internationale, les personnes qui n'ont jamais bénéficié, malheureusement, ça existe, c'est une question aussi, jamais bénéficié de la protection d'aucun État, y compris celui d'origine, car jamais reconnu comme citoyen, jamais obtenu une nationalité de quelconque État, ou perdu par la suite. Donc, nous nous adressons à Action Emploi Réfugiés à tous ces publics pour les préparer à intégrer les mondes du travail en France. L'association a été créée en 2016, a rejoint les groupes SOS Solidarité en début de cette année 2022 pour unir les efforts et les actions, assez déjà mentionnées aussi par Louisa, pour offrir un continuum de l'accompagnement, de l'accueil, l'hébergement, logement de transition, préparation à l'emploi et insertion dans l'emploi et maintien dans l'emploi et évolution dans l'emploi, comme ils l'ont nommé Camilla ou Fieras, nécessaire aussi comme pour chacun d'entre nous. Donc, ces parcours, dans ces parcours, disons, Action Emploi Réfugiés se positionne vraiment sur cette tranche spécifique dès la préparation des personnes bénéficiaires de la protection internationale, en commençant par poser et identifier les projets professionnels des personnes. On a entendu parler des métiers en tension, on connaît tous les grands besoins dans certains secteurs économiques des main-d'œuvre. Mais pour ce qui nous concerne, les premiers pas fondamentaux est celui de comprendre
avec la personne que nous avons en face, les projets professionnels de cette personne, pour éviter les biais, justement, de positionner n'importe où des personnes, de dévaloriser les parcours des uns et des autres, et de continuer avec une précarisation après ces longs parcours du combattant dont on a parlé, qui continuent pendant des années et des années, aussi à travers une première phase d'intégration professionnelle, et donc vraiment essayer de prendre les temps nécessaires. On a entendu, c'est un élément fondamental pour décortiquer cette complexité et arriver à une insertion, on l'espère, durable. Mais pour faire cela, effectivement, il faut passer nécessairement par des étapes. Les projets professionnels des personnes bénéficiaires de parcours, des protections internationales n'est pas si linéaire qui peut l'être celui d'un citoyen lambda qui a évolué dans un parcours de formation, d'intégration sociale, culturelle et professionnelle dans son même environnement avec un réseau familial et social qui l'aide tout au cours de sa vie à prendre sa place. Donc, ces parcours est fait d'étapes, les plus souvent. Ça peut passer pour certains par une étape urgente dans un job alimentaire parce qu'on a besoin de subvenir à ses propres besoins. On l'a bien entendu, hein, le RSA ne nous permet pas de toute façon de subvenir à tous ces besoins, et de toute façon, nous avons envie d'intégrer à nouveau une vie active à travers un travail. Donc, un job élémentaire qui puisse nous permettre peut-être pas seulement de subvenir à ses besoins, mais aussi d'intégrer un contexte professionnel, d'essayer de créer un petit réseau professionnel, de prendre le temps de se stabiliser pour faire une formation professionnelle ou se concentrer sur l'étape d'après. Action Emploi Réfugiés essaye de suivre toutes ces étapes selon les profils et les projets professionnels, encore une fois, de chacune des personnes que nous accompagnons. Et ARE s'adresse à tout type de typologie des personnes bénéficiaires de protection internationale. Nous avons collaboré avec les collèges de France, justement dans le cadre du programme PAUSE qui mentionnait FIRAS, pour justement accompagner les chercheurs qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu, ça dépend toujours des personnes, continuer dans les domaines de la recherche et qui ont dû ou voulu se reconvertir, on l'a déjà dit, dans un domaine professionnel d'une entreprise marchande ou autre type de contexte professionnel. Pour ces personnes souvent hautement qualifiées, les parcours est très dur. Il faut un temps de deuil de son identité précédente. Des chercheurs, Firas l'a dit, hein, souvent ces personnes ont eu des postes très importants dans leur pays d'origine et se retrouvent dans un poste de chargé des missions dans une entreprise pharmaceutique ou autre type d'entreprise pour recommencer un parcours. Nous accompagnons aussi des personnes qui n'arrivent même pas au niveau A1 de français. Comment pouvoir intégrer ces personnes? Eh bien, heureusement et fort heureusement, nous sommes intégrés dans un écosystème dont fait partie aussi toute une série de dispositifs tels que les chantiers d'insertion, qui sont fondamentaux pour ces personnes-là, qui permettent d'apprendre la langue et réapprendre un métier ou en apprendre un nouveau pour pouvoir redémarrer encore une fois. Et nous avons aussi une grande partie des personnes qui viennent nous voir, qui ont un niveau de maîtrise de la langue. Ben, ils se débrouillent déjà, donc c'est déjà bien, ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer avec quelques difficultés, avec les besoins d'apprendre encore un français professionnel peut-être, mais en cours d'acquisition. Et pour cela, il y a effectivement, avec une bonne formation aussi, comme le disait Camilla, un bac à temps et même plus, il y a une formation universitaire, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent, mais pour que
une de ces possibilités se concrétise, il faut que les entreprises, donc les employeurs, puissent être au rendez-vous. Donc, un de nos piliers fondamentaux de travail, c'est effectivement la mobilisation des entreprises pour que celles-ci puissent vraiment pleinement jouer leur rôle. Et tu le disais, Christian, il y a aujourd'hui Refugee Are Talent et d'autres dispositifs qui se créent des entreprises inclusives qui souhaitent vraiment jouer ces rôles et arriver à des recrutements inclusifs. Avec ces entreprises, on discute, on se pose pour interroger tout d'abord leur méthode de recrutement. Car qu'est-ce que ça veut dire un recrutement inclusif? Ça ne veut surtout pas dire, je voudrais le clarifier là, donner aux personnes réfugiées, par exemple, la possibilité de poster leur CV sur une plateforme ouverte à tout le monde, qui souvent est gérée par des logiciels, par des algorithmes qui ne reconnaissent pas les mêmes mots, qui ne reconnaissent pas les mêmes universités, les mêmes écoles, les mêmes expériences et qui écartent d'emblée une candidature qui ne correspond pas aux cases introduites. Donc, ce n'est pas mettre en compétition ces personnes qui arrivent de tout horizon et qui ont des expériences extrêmement différentes, on l'a déjà dit, des autres candidats, mais ça veut dire avoir une action proactive pour revoir les méthodes de recrutement à partir, par exemple, de la fiche de poste. Si une fiche de poste est publiée sur un canal très précis de l'entreprise ou du secteur très spécifique, si la fiche de poste contient un jargon professionnel qui n'est pas forcément connu par ces personnes-là, pas lisible, même pas par d'autres dans notre secteur, encore moins pour ceux qui proviennent d'autres pays. Si la fiche de poste n'est pas lisible sur les contenus du métier, ces personnes n'auront jamais accès à ces postes, tout en ayant les compétences pour ces postes, tout en ayant déjà développé ces compétences et expérimenté ces compétences peut-être dans leur pays d'origine. Au-delà des méthodes de recrutement, pour qu'un recrutement soit vraiment inclusif chez les entreprises, on a besoin de faire connaître ces publics. Il y a encore beaucoup de fantasmes et beaucoup de malentendus sur qui est un bénéficiaire de protection internationale. Beaucoup de mélanges, et là, aucun jugement des valeurs, entre réfugiés, migrants ou autres étrangers en France, tout en sachant que derrière, on a un cadre juridique qui est complètement différent. Pour une personne bénéficiaire du statut de réfugié, l'autorisation du travail est implicite à ces statuts. On n'a besoin d'aucune autre démarche, ni de la part de la personne, ni de la part de l'entreprise, pour pouvoir intégrer un poste de travail en France. On est à égalité avec les citoyens français. Qu'on ait un récépissé en attendant les statuts de la part de la préfecture ou tout de suite la préfecture, on a le droit de travailler en France en tant que bénéficiaire de la protection internationale, sans aucune autre démarche. La même chose n'est pas applicable à d'autres types de citoyens étrangers. Donc, il faut que les entreprises et les employeurs connaissent ces spécificités et connaissent aussi d'où viennent ces personnes et quelles sont leurs expériences et quel est effectivement leur talent. On le disait tout au début du webinaire, ce sont les compétences qu'il faut mettre en avant et pas les labels réfugiés ou étrangers. Un troisième élément pour un recrutement inclusif, de notre point de vue, c'est effectivement avoir un bon sourcing. Donc, choisir bien les canaux de diffusion et surtout se rapprocher de tous ces écosystèmes qui est aujourd'hui réunis ici, des structures associatives et universitaires qui peuvent effectivement adresser les bons candidats vers les entreprises.
Des bonnes pratiques, effectivement, commencent à émerger à travers l'implication de certaines entreprises, mais en toute honnêteté, on n'est pas à l'abri encore des entreprises qui déclarent vouloir faire des recrutements inclusifs, mais quand elles voient l'implication que cela implique, ou l'engagement que cela implique, et peut-être un moindre gain sur des gros nombres, cela fait encore grincer les dents et tout compte fait, on va voir ailleurs. Parce que, je répète, c'est un changement d'approche que les entreprises et des méthodes que les entreprises doivent avoir en y intégrant aussi la sensibilisation et la formation de toutes les parties prenantes. Souvent, les premières qui viennent nous voir, ce sont les responsables des RSE des entreprises, qui ont une stratégie RSE qu'ils veulent mettre en place. Mais après, il faut passer au RH, il faut passer au manager des proximités, il faut passer aux collaborateurs. Parce que je ne veux pas dire que c'est le plus facile d'intégrer quelqu'un au travail, loin de là, on l'a bien compris, mais une fois que la personne est intégrée dans un contexte professionnel, sur un poste, dans une entreprise, c'est pas fini pour autant. On l'a entendu. Il faut encore pouvoir peaufiner la maîtrise de la langue, pouvoir absorber les codes et les outils d'un travail qui est fait forcément différemment en France que dans un autre pays. Et in fine, il faut quand même faire connaître ces personnes à tous les collègues et faire comprendre pourquoi on arrive à cette intégration. Et pour finir, donc le maintien est très important. Et comme tu l'as nommé, Christian, le fait que l'entreprise puisse, avec l'accompagnement des structures aussi comme les nôtres, mais mettre tout son outillage à disposition du réfugié est important. Un plan de formation, toutes les entreprises offrent des cours de langue anglais, pourquoi pas des cours de langue française. Une plan de formation continue et une plan d'évolution et d'employabilité. Tout à fait. Merci Marie-Lisa. Effectivement, le thème est très riche et on peut encore passer des heures sur le sujet. Je vais passer rapidement la parole à Inès Mesmar, qui est directrice fondatrice de l'association Fabrique Nomade, pour me parler du déclassement. Merci de nous avoir rejoints. Le microphone. Pardon, désolée. Bonjour à tous. Je vous remercie pour cette invitation et en ayant écouté tout le monde attentivement, j'ai déjà envie de réagir. Et je vais expliquer évidemment la Fabrique Nomade. Mais tout d'abord, sur la question du logement qui a été présentée par, j'ai plus tout à fait son nom, sur toutes les problématiques liées à l'hébergement et au logement. Quand j'ai entendu les petites cabanes, les petites maisons en bois qu'on construisait, ça m'a fait immédiatement penser aux centres de transit qui ont été mis en place au moment quand la France recherchait de la main-d'œuvre. Donc attention. Et surtout, effectivement, qu'en est-il de tous les dispositifs qui ont été mis en place pour accueillir les Ukrainiens et Ukrainiennes, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été développées et mises en place. Il sera intéressant de découvrir le résultat. Et nous, on voit la différence des personnes qui ont été, qui nous sont orientées, donc des réfugiés et des personnes régularisées, mais étrangères, que nous accompagnons, qui y mettent 3 à 4 ans avant d'arriver à la Fabrique Nomade, et les premiers Ukrainiens que nous avons reçus qui étaient arrivés en France il y a à peine un mois. Il y a une vraie différence dans la manière dont les personnes abordent la formation et les actions que l'on met en place pour les aider. Voilà, c'était juste une petite réaction à chaud. Parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses intéressantes et je rejoins beaucoup de ce qui a pu être dit et aussi tout précédemment par Mélina sur la question de l'engagement des entreprises. La Fabrique Nomade est une association qui existe depuis 2016 et qui agit pour l'insertion professionnelle des artisans, réfugiés et migrants en France.
C'est une association qui est partie vraiment d'un constat personnel. D'abord de l'histoire de ma mère qui était brodeuse en Tunisie, un métier qu'elle a abandonné en arrivant en France. J'avais 35 ans quand je découvre qu'en fait, elle avait un métier avant d'arriver ici, qu'un métier qu'elle avait abandonné. Et c'est comme ça que je suis partie enquêter dans les centres d'hébergement, les associations qui donnent des cours de français pour comprendre quelle était la situation. On était en 2015 en pleine crise migratoire. Et évidemment, les constats, ils sont les mêmes que tous ceux qui ont été dressés. La barrière de la langue, évidemment, l'absence de réseau, mais surtout le fait qu'on oriente ces personnes, et je dirais que c'est vraiment systémique, vers des secteurs qui sont en tension, sans prendre en compte la question des compétences, sans prendre en compte leur parcours professionnel et ce qu'ils peuvent aussi apporter au pays. Donc, il y a vraiment une espèce d'un démarrage à zéro, un effacement de ce qui était, et puis il faut tout démarrer en partant de rien. Et à travers les personnes que j'ai rencontrées, donc ça, c'était il y a quand même pas mal d'années, il y avait tout type de personnes. Évidemment, j'ai rencontré des artisans, mais il y avait des médecins, des avocats, des photographes, tout un tas de métiers. Et c'est là que je me suis rendu compte du gâchis, véritablement, et je pèse mes mots, du gâchis de compétences des personnes dont on brise le parcours professionnel, dont on brise aussi l'estime de soi, parce que eh bien, on vient leur retirer ce qui les anime, ce qui les habite et ce qu'ils sont fondamentalement. Et évidemment, on se définit aussi à travers son métier qui nous caractérise. Et donc, à partir de ce constat, et notamment sur la question que j'avais étudiée sur la VAE, qui, comme ça a pu être dit, c'est aussi un parcours du combattant, c'est des procédures, il faut prouver un certain nombre de choses, très compliquées. Et donc, eh bien, la fabrique nomade, l'objectif, c'est à la fois de permettre de valoriser leurs compétences, leur savoir-faire et leur permettre aussi l'adaptation au marché français. Puisqu'on n'exerce pas le métier de bijoutier en Érythrée, en Iran, en Arménie, qu'en France. Et donc, il y a évidemment une adaptation, une remise à niveau, quelque part, une mise à niveau de leur métier et de la connaissance de leur secteur et la manière dont ces métiers s'exercent en France pour leur permettre de s'intégrer d'une manière plus facile dans le monde professionnel. Mais la question du déclassement professionnel, et c'est important, et je suis très contente que ces sujets-là émergent et de plus en plus, c'est un vrai sujet. D'abord pour les personnes, mais y compris de perte de compétences pour le pays. Et la perte de développement économique qui pourrait être générée si les personnes elles avaient été mises aux bonnes places et aux bons endroits. Et aussi de l'impact que cela a en tant que citoyen à part entière d'un pays. La reconnaissance des compétences est une étape essentielle pour se sentir chez soi. C'est-à-dire comment peut-on devenir un citoyen et exister dans ce nouveau pays qui va devenir et qui est en train de devenir le leur si ce que je suis n'est pas reconnu. Les actions de la fabrique nomade, elles sont de trois natures. La première, une action de formation. On a 2 dispositifs et 2 programmes. Le premier, c'est une formation certifiante qui est destinée aux artisans d'art, qui dure 9 mois, qui leur permet de bénéficier de cours de français, de collaborer avec des designers, des artisans d'art, de créer une collection qui va être vitrine de leur savoir-faire et qui va en même temps montrer leur adaptation au marché français, d'un stage en entreprise et aussi de définir leur projet professionnel à court et moyen terme sur quel est le métier que je voudrais faire. Le métier de bijoutier s'exerce de plein de manières différentes. En France, on est très spécialisé, et bien c'est leur faire découvrir ça et qu'eux puissent se positionner à travers son métier. Le deuxième programme, on a créé un atelier d'insertion textile qui est dédié aux couturiers, car c'est le premier savoir-faire que l'on accueille. Ils sont en nombre très important, sans doute l'un des métiers que l'on pratique le plus à travers le monde dans les métiers de l'artisanat, ce qui fait que c'est aujourd'hui notre premier savoir-faire. Et donc, on a créé un programme qui dure 1 an, donc les personnes sont salariées pendant 1 an. Elles bénéficient de cours techniques, donc l'objectif est de les faire monter
en compétences, leur permettre d'acquérir des compétences comme la lecture des fiches techniques, la compréhension d'un modèle, des dessins techniques, parce que ce sont des outils qu'ils vont retrouver en entreprise. Et tout cela appliqué à une activité de fabrication. Donc, on travaille pour différentes marques, créateurs et maisons de luxe pour qui nous produisons, en fait, nous réalisons leurs produits, leurs projets. Et tous ces projets-là servent de base pour la formation et la montée en compétences des couturiers que l'on accompagne. Donc, on a ces 2 programmes de formation, un atelier de fabrication, métier d'art et textile. Donc là, l'objectif, et ça c'est un peu le 2e volet, c'est aussi de montrer qu'en investissant sur les compétences des personnes, on crée de la valeur économique pour le territoire. On agit très concrètement à créer et contribuer à un écosystème de fabrication locale, inclusif et durable, notamment sur des sujets d'upcycling avec toutes les problématiques autour des matières et des ressources. Et c'est vraiment le 2e démonstrateur, c'est effectivement de pouvoir montrer qu'en investissant sur ces compétences, on crée de la valeur. Et en les investissant au bon niveau, j'ai envie de dire. Et le dernier volet, qui est celui de l'insertion professionnelle, où on accompagne les entreprises comme les artisans à trouver, à faire les bons matchs entre des profils avec un savoir-faire, une expérience, et puis des entreprises qui sont dans le secteur, en sachant que le secteur de l'artisanat, c'est un secteur très spécifique, c'est un secteur de niche avec à la fois des réalités très, très différentes. On a le petit artisan dans son atelier et on a les grandes maisons de luxe, donc il y a une très grande diversité de métiers et d'applications. En tout cas, notre objectif, c'est de créer ces passerelles et d'être le trait d'union, c'est aussi le nom de notre collection, entre ce monde professionnel et de ce secteur spécifique qui recherche et qui est reconnu à travers le monde pour son savoir-faire, et puis des artisans qui viennent du monde entier et qui portent un savoir-faire, une passion et aussi l'envie de la partager et surtout l'envie de poursuivre leur métier. Donc, j'ai été hyper synthétique, mais voilà dans les grandes lignes les actions de la fabrique nomade. Merci beaucoup, Inès. Merci beaucoup pour cette introduction de Tour Nomade. Il y a quelqu'un qui a laissé un micro ouvert. Merci beaucoup. Et on va donc, je vous propose d'avoir des questions-réponses dans le public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez allumer votre vidéo, débloquer votre micro, vous présenter qui vous êtes, d'où vous venez, de quelle société ou association et à qui vous adressez votre question. Donc, n'hésitez pas, la première est toujours en général la plus difficile, c'est ce qu'on dit toujours. Ting, ting, ting. Je peux peut-être prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, je vous en prie. Oui. Bonjour, je suis désolée, je ne mets pas ma caméra parce que j'ai des problèmes de connexion, du coup, pour éviter de couper. Aucun problème. Donc voilà, moi je suis Hélène Barré, je suis bénévole chez Make Sense. Donc je suis super mobilisatrice, on va dire. Donc je chapeaute la thématique créer du lien avec les nouveaux arrivants. Donc j'ai beaucoup appris grâce à vous et ce thème me touche particulièrement. J'aurais aimé savoir par rapport au mentorat féminin dont a parlé l'association UNIR, s'il y avait des possibilités de matcher avec des potentiels bénévoles. Voilà, si on pouvait en parler pendant notre programme et peut-être vous envoyer des potentiels bénévoles. Oui, donc nous, on a 2 sessions par an. Donc, il y a la session, elle vient d'être lancée, elle a débuté la semaine passée. Pour la session précédente, je sais qu'on était mis sur la newsletter de Make Sense et on a eu pas mal de mentors qui sont arrivés grâce à cette newsletter. Mais oui, c'est tout à fait faisable. C'est simplement qu'il y a que 2 débuts de mentorat par an. Donc, les prochains, ça sera normalement, c'est octobre jusqu'à, ils vont en même temps, mais c'est d'octobre jusqu'à avril, et après il y a un autre qui démarre vers avril
jusqu'à fin d'été. Donc, il faudra... Mais vous pouvez me contacter, je vais vous mettre en lien avec la chargée du programme et comme ça, on peut vous envoyer les informations, l'appel à candidature quand il sortira. Je laisse mon mail sur le chat et comme ça. Très bien. Merci beaucoup pour votre question et votre engagement et avoir une action concrète immédiate lors du webinaire. C'est génial. Merci. Une autre question? Je peux éventuellement continuer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, je vous en prie. Donc, je suis Thomas Chandéry, association Tunaweza, basée à Strasbourg, dont l'idée c'est de faciliter l'intégration des personnes migrantes. On a beaucoup parlé de l'intégration professionnelle et aussi des questions de logement pendant ce webinaire. On sait aussi que c'est des endroits où l'argent va venir plus facilement, l'argent des collectivités, des entreprises. Ma question, c'est aussi voilà, les interactions sociales, les liens avec la société civile, les amitiés qui se créent à travers des activités socioculturelles sont aussi des vecteurs très importants de pratique du français, de bien-être de ces personnes, mais aussi après de solutions à beaucoup de problèmes de la vie quotidienne, parfois aussi des solutions pour trouver des logements, parfois aussi des clés pour trouver du travail. Ma question, c'était, voilà, quelle est la place que vous mettez sur ces liens avec la société civile, sur ces liens sociaux dans vos programmes d'accompagnement? Qui souhaite apporter un éclairage à cette question? Luisa? Alors, votre question est très intéressante. Effectivement, on n'en a pas parlé. Alors, il y a différents niveaux de réponse. Le premier, sur les dispositifs qui accueillent des réfugiés, on a des modules laïcité, citoyenneté, par exemple. Voilà, ça c'est bien à savoir. Lorsqu'un BPI en fait, a le statut, il signe avec l'OFII un contrat d'intégration républicaine. Donc, il a des cours de français en fonction de son niveau qui est évalué à l'entrée. Et il a cette fameuse aussi session valeurs républicaines. Maintenant, dans la pratique, nous, on incite énormément les personnes, et pas que les réfugiés, mais aussi les demandeurs d'asile, à aller vers le milieu associatif, aussi bien pour des activités sportives, culturelles. On travaille beaucoup avec Culture du Cœur, parce que le but, à un moment donné, pour que les gens ne craquent pas, c'est justement d'aller chercher du sens, du lien ailleurs que sur les établissements où ils se retrouvent et ils partagent la même problématique. Donc, ça se fait assez naturellement. Ensuite, ils sont souvent en contact. Les portes d'entrée, parfois, pour certaines associations, va être liées aussi à leurs besoins, hein, tout ce qui est aide alimentaire, tout ce qui est aide vestimentaire. Donc, ils vont être avec d'autres associations connues et d'autres moins connues et très locales. Et effectivement, il se passe que vous dites, même si vous ne le formalisez pas, en fait, il y a du lien social et naturellement, les personnes viennent en aide ou en appui. Et c'est là où il y a ce fameux relais citoyen qu'on a pu voir en France lorsqu'il y a eu, par exemple, les grosses vagues d'arrivée d'Afghans qu'on a vu pour l'Ukraine. On en parle très peu, mais en fait, ce réseau existe. Je présume que vous avez suivi l'actualité avec la cohabitation, l'hébergement citoyen qui s'est déployé pour les Ukrainiens. Donc, je parle de l'hébergement citoyen spontané, parce qu'il y a la cohabitation solidaire qui est encadrée et il y a l'hébergement citoyen qui est en train d'être recadré, et c'est-à-dire qu'on va les accompagner. Voilà. Donc, ça se fait, ça existe. Donc, après, pour certaines démarches administratives, l'accompagnement par des travailleurs sociaux est le bienvenu. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est le retour qu'on a sur par exemple cohabitation solidaire Singa,
et c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est que, par exemple, la famille accueillante est là pour partager des moments avec le réfugié. C'est une personne qui est intégrée dans la vie de la famille, voilà, il y a des sorties communes, il y a des repas communs. Et par contre, pour éviter que la famille, justement, ne soit pas submergée par les problématiques, même si ils sont à l'écoute, il faut savoir que tout le monde n'a pas la même disponibilité. Tout le volet accompagnement est fait par le groupe SOS ou par une autre association. Il n'y a pas que le groupe SOS. Donc oui, on facilite une ouverture vers l'extérieur et la culture, le sport sont les premiers leviers qu'on active. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Louisa. Une autre question? Très bien, je vous remercie. Donc, je vais passer, avant qu'on ait notre conclusion avec Madame la Présidente, Renaud Delage, qui est chef de projet senior auprès du labo EMIS de l'ESSEC. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur comment on fait une étude et dans le cadre du thème qu'on est aujourd'hui en train de discuter? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Christian. Donc pour me présenter brièvement, donc je travaille depuis 6 ans sur l'évaluation d'impact social, dont 2 dernières années au sein de l'ESSEC. Et donc le but du labo dans lequel je travaille, c'est de développer et diffuser de la connaissance et des pratiques sur l'évaluation d'impact social. Et donc on mène concrètement des évaluations d'impact social, on fait aussi de l'enseignement et de la formation, et puis on fait de la recherche et on publie un certain nombre d'articles académiques, et on fait de la vulgarisation aussi. Et on travaille notamment sur les questions d'insertion, de précarité. Et à ce titre-là, on est amené à rencontrer des publics réfugiés. Et donc, tout d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce qui existe aujourd'hui en matière d'évaluation d'impact social sur le public particulier des personnes réfugiées. Alors, aujourd'hui, on peut dire que la littérature, elle est assez balbutiante sur le sujet. Il y a un certain nombre de recherches sur les réfugiés, notamment sur l'impact économique des réfugiés, sur l'impact positif au niveau économique des réfugiés. Il y a un certain nombre de rapports d'ONG, de politiques publiques, mais il y a assez peu d'évaluation d'impact social de programmes qui accompagnent les réfugiés. Alors, on peut en citer quand même quelques-uns. Il y a des évaluations qui portent spécifiquement sur l'accompagnement des personnes exilées ou réfugiées. Alors, il y a eu une évaluation pour le Refugee Food Festival par Improve. Improve a aussi réalisé une évaluation pour Singa. L'agence phare a mené une évaluation pour Codico. Il y a l'étude en cours menée par le SOS Consulting. Donc ça fait assez peu d'études. Il y en a quelques autres, mais c'est les principales. Et puis, il y a des études qui concernent plutôt la sensibilisation à la question des réfugiés en France. Donc IMSO, par exemple, a accompagné le programme Interact du HCR sur le sujet de la sensibilisation. Impact Track récemment a publié des résultats d'impact pour Refugee Food Education qui font des journées de sensibilisation pour faire évoluer le regard des collégiens. Mais donc c'est un peu à côté de la question des réfugiés. Et puis il y a aussi des évaluations, alors qui sont plus nombreuses celles-ci, qui portent sur des parcours d'accompagnement de personnes fragilisées, parmi lesquelles se trouvent des réfugiés, mais pas que. Notamment donc, sur la question de la lutte contre la pauvreté. Nous, on travaille actuellement auprès de Solinum, qui a une plateforme qui permet d'orienter des personnes en situation de précarité. Et il y a un grand nombre de réfugiés, et avec l'arrivée des personnes d'Ukraine, les publics qui utilisent Solinum et qui sont réfugiés sont de plus en plus nombreux. Sur la question de l'emploi aussi, notamment de l'insertion professionnelle, on en a pas mal parlé. Il y a pas mal d'évaluations qui sont menées. Et nous, par exemple, actuellement, on travaille avec Terreau Locaux, qui est une structure chantier d'insertion du réseau Emmaüs et qui travaille avec une quinzaine de personnes bénéficiant de protection internationale pour les mener vers l'insertion via des activités de maraîchage, de production de pain, de vente sur des marchés, et puis aussi une activité d'hébergement avec des habitats partagés. On travaille aussi, on va voir aussi des publics réfugiés sur les études dans l'aide alimentaire, comme pour les Restos du Cœur, dans la protection de l'enfance avec les apprentis d'Auteuil, pour les mineurs non accompagnés, sur la question de la santé, notamment avec les dispositifs CASO de Médecins du Monde, qui ont fait l'objet d'une évaluation par SOS Consulting, etc., et le logement,
par exemple avec Habitat Humanisme, qui accueille aussi des réfugiés. Et donc on voit que en fait, la question des réfugiés, elle n'est pas prise souvent en tant que telle, mais elle est prise sous l'angle d'un besoin social, l'emploi, l'accès aux droits, l'accès à l'aide alimentaire, la protection de l'enfance, la santé. Et donc il y a une vraie nécessité à développer des évaluations spécifiquement sur ce public et spécifiquement sur des parcours d'accompagnement. Et qu'est-ce qu'on peut du coup évaluer quand on parle de ces programmes? Eh bien, on a parlé de parcours du combattant, et c'est bien ça qu'il s'agit d'abord d'évaluer, tout le parcours des personnes jusqu'à leur intégration, leur inclusion dans la société. Et donc, à court terme, la notion d'accueil, d'arrivée en France, et qu'est-ce que c'est que d'accueillir ces personnes dans des conditions dignes? Qu'est-ce que c'est que les orienter vers les bons dispositifs, vers les bonnes solutions par rapport à leur problématique d'arrivée? Et puis, il y a toutes les questions de la vie quotidienne. Donc, comment on leur fournit une aide alimentaire, comment on leur fournit un accès aux biens et services de première nécessité, aux produits d'hygiène, à un téléphone. Et puis, on l'a dit, il y a un certain nombre de réfugiés qui vivent dans la rue. Comment même peuvent-ils avoir accès à une douche, à de l'eau potable? Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser aussi dans ces études. Il y a évidemment la question de l'accès aux droits, la procédure de demande d'asile, mais aussi toutes les aides qui vont découler derrière et tout ce qui va devoir être mis en place. Et puis l'accès à la santé, puisqu'on est sur des publics qui non seulement sont fatigués, comme on a pu le dire, sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et il y a plusieurs études qui montrent que ce sont des personnes qui sont plus susceptibles d'avoir vécu des traumatismes, d'avoir été sujets à la violence, d'avoir vécu des dépressions, des pertes, des deuils, et d'avoir vécu aussi ce qu'on appelle le trouble psychique réactionnel à la précarité des conditions de vie en France, puisque donc ces parcours au bout de ce parcours du combattant qui semble être la France, et donc l'arrivée, enfin l'accueil, enfin des conditions qui vont leur permettre de vivre dignement, en fait le parcours de combattant n'est pas fini, et donc il y a une forme de traumatisme lié même à l'arrivée, à l'accueil en France. Et donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte dans les évaluations sur la partie santé mentale des personnes accompagnées. Et puis il y a aussi cette question de la confiance qui est très importante à évaluer, puisque ce qu'on constate aussi chez ces publics, c'est une triple perte de confiance. Une perte de confiance en l'autre, qui potentiellement est un ennemi, ou en tout cas une personne qui a de l'animosité, et y compris en France. Une perte de confiance en soi-même et en sa dignité d'exister, et puis une perte de confiance en l'avenir qui peut être menaçant, qui peut être catastrophique, ou qui peut même disparaître. Et donc c'est cette triple confiance qu'il faut aussi essayer d'évaluer, de restaurer évidemment, mais donc d'évaluer évidemment. Et donc la question du bien-être de la personne qu'on peut également évaluer. Pour autant, il ne faut pas simplement se concentrer sur la personne réfugiée elle-même, il faut la prendre dans un contexte, dans un écosystème, et donc il est nécessaire dans les évaluations d'intégrer les autres parties prenantes, donc celles qu'on a citées, qui sont les associations, les acteurs publics, les entreprises, les acteurs de la société civile, les bénévoles, et d'évaluer qu'est-ce que l'accompagnement ou l'accueil de réfugiés change aussi pour eux. Alors ça peut être un changement de regard, une question d'acceptation, on va pouvoir mesurer des éléments d'ouverture d'esprit, de cohésion sociale et de solidarité, et puis ce qui existe déjà mais qu'on peut aussi mesurer, c'est l'impact économique positif que peuvent apporter ces personnes, l'impact au niveau du territoire pour dynamiser des territoires qui sont peut-être en manque démographique et donc qui vont accueillir des réfugiés et qui vont permettre de redynamiser certains territoires. Et puis il y a aussi parfois des impacts environnementaux puisque certains réfugiés sont employés sur des projets qui vont avoir un impact environnemental aussi. Donc il y a aussi d'autres dimensions qu'on peut évaluer, et il faut lier ces notions d'impact avec les modalités d'accompagnement et les leviers de succès qui permettent ces impacts, donc notamment les dynamiques d'accompagnement individuel et collectif des personnes, l'intégration de la personne dans un écosystème bienveillant avec de multiples acteurs, et donc ces interactions avec l'écosystème, le fait que la personne est réfugiée, une personne référente à qui il peut s'adresser, qu'il ait un réseau personnel et professionnel qui se développe, et puis qu'il y a un accompagnement croisé, puisqu'il y a de nombreuses structures qui travaillent sur cette question de l'accompagnement des réfugiés, et donc arriver à avoir ainsi une vision systémique de la manière dont chaque structure impacte en fait la personne réfugiée et l'aide à avancer vers l'inclusion, vers l'intégration. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut évaluer. Et comment on peut l'évaluer? Pour poser la question de l'évaluation, il y a d'abord des enjeux éthiques sur la manière dont on va évaluer, puisqu'on parle à un public fragilisé, et donc comment on va l'aborder. Et puis il y a cette question de la finalité, puisque qu'est-ce qui a un bon impact pour une personne exilée? Est-ce que c'est l'inclusion, la finalité? Est-ce que c'est le retour aux racines? Ça peut être une question qui se pose dans certains cas. Est-ce qu'on va mesurer
le fait qu'on les a bien aidés, ou est-ce qu'on leur a donné l'autonomie suffisante pour qu'ils aient plus besoin d'aide? Est-ce qu'on est sur de l'empowerment ou est-ce qu'on est sur du soutien, voire parfois de l'assistance? Donc ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser dès le début. Et puis après, il y a des enjeux méthodologiques. Donc c'est comment on implique les bénéficiaires dans l'évaluation au travers de comités de pilotage, dans la collecte de données, mais aussi dans la restitution des données. Et donc, notamment comment on va collecter des données auprès de ces publics. Et on l'a dit, il y a plusieurs barrières. Il y a la barrière de la langue qui peut être soulevée grâce à des interprètes. On peut travailler, nous, avec des photolangages, par exemple. On travaille aussi avec des échelles simples. On essaie de construire des questionnaires qui soient courts, qui soient multilingues, qui soient avec des questions simples, concises, précises, où on évite les mots complexes. On essaye aussi d'anticiper les différences culturelles en identifiant des notions qui soient universelles, qui soient en tout cas accessibles pour l'interlocuteur. On essaye d'anticiper aussi ces échanges en ayant des échanges avec les professionnels sur le contexte des personnes pour pouvoir nous préparer aux entretiens et anticiper les éventuelles difficultés d'expression ou de compréhension. Et puis, on travaille aussi sur les biais cognitifs. On doit être conscient qu'en tant que Français, on a un certain nombre de biais culturels par rapport à des réfugiés qui n'ont pas les mêmes références culturelles que nous, et que ces réfugiés ont eux-mêmes des références culturelles qui sont différentes des nôtres. Et donc, on doit être capable d'identifier ces biais et d'adopter une posture qui soit la plus neutre possible par rapport à ces différents biais. Et nous, ce qu'on recommande aussi, c'est de mobiliser des méthodes de collecte qui soient diverses. Donc, nous, par exemple, avec Terreau Locaux, la structure dont je parlais tout à l'heure, on mobilise de l'observation. Donc, on va, dans le chantier d'insertion, passer du temps avec les personnes en insertion qui sont réfugiées pour observer la manière dont ils sont accompagnés et dans l'activité concrète de maraîchage et dans l'accompagnement social. Et puis, on réalise des entretiens semi-directifs et puis également des questionnaires. Et donc, avec ces différentes sources de données, on va pouvoir croiser des données, utiliser différents indicateurs et ensuite interpréter ces données. Voilà. Et enfin, la dernière partie de l'évaluation, c'est la restitution et le partage des résultats. Et pour nous, ce qui est important dans cette démarche, c'est deux choses. La première, c'est de partager un certain nombre de résultats avec les bénéficiaires, les réfugiés eux-mêmes, parce qu'ils ont été impliqués dans l'évaluation, parce que l'évaluation les concerne, porte sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Et donc, il est nécessaire d'avoir une forme de transparence par rapport à eux, et donc d'arriver à trouver des manières simples, concrètes, imagées, de leur communiquer une partie de ces résultats. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très importante et sur laquelle je conclurai, c'est le fait de partager plus largement ces résultats avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués auprès de ces bénéficiaires, que ce soit donc les salariés et les bénévoles directement, mais aussi les acteurs du réseau large de bénévoles du milieu associatif, les acteurs publics aussi pour faire du plaidoyer, on en a parlé, et puis faire aussi avancer les entreprises sur ces questions-là et la société civile en général, et ouvrir un dialogue vers cet écosystème sur les moyens de mieux accompagner les réfugiés, puisque l'évaluation d'impact social, et je conclurai vraiment là-dessus, le but de l'évaluation d'impact social, c'est vraiment d'améliorer l'impact que l'on a pour les publics qui sont accompagnés. Et donc, c'est donc ça qu'il faut faire avec les études, proposer des recommandations, des enseignements et un dialogue vis-à-vis de la société civile et l'ensemble des acteurs. Très bien. Merci beaucoup, Louis. Très riche, effectivement, sur comment on fait une étude et comment on la restitue. Madame Audier, la conclusion est pour vous. Merci. D'abord, merci à tous, merci à tous les intervenants. J'espère que ces échanges vous ont intéressé et désolée de finir un peu au-delà du temps prévu. C'était une occasion de mettre en lumière un certain nombre d'initiatives. Vous avez eu 6 ou 7 interventions. On est bien conscient qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres initiatives sur le terrain qui œuvrent. Mais voilà, il fallait faire une sélection. Et puis, on avait aussi un parti pris, vous l'avez bien vu, qui est d'axer pas mal sur les questions de formation et d'emploi, de relations avec les entreprises, et de mettre en avant 2 initiatives qui font un focus particulier sur certains groupes plus homogènes. On a parlé des artisans, on a parlé des universitaires. Voilà, c'est des approches qui sont plus récentes finalement, en tout cas dans leur structuration, et qui nous semblaient intéressants. Il y a beaucoup de convergences, beaucoup de mots qui sont revenus très souvent. J'étais surprise d'entendre VAE. Je dois dire que je n'aurais pas parié à l'avance que le mot VAE reviendrait si souvent pendant notre heure et demie.
Personnellement, j'ai été aussi frappée de voir à quel point le sujet des formations au français n'était pas réglé. Moi, je m'en suis occupée en 93 et c'était, voilà, enfin, ça paraît quand même faire partie des choses qui sont accessibles dans un pays comme le nôtre, de réussir à mettre en place une infrastructure d'accès au français, mais visiblement, ce n'est pas du tout réglé. Et donc, voilà. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense qu'on va en discuter d'abord entre nous et avec les intervenants. Je pense qu'il y a matière à rassembler quand même les éléments clés sur une note, ne serait-ce que pour ne pas perdre toute la richesse de ce qu'on a partagé, toutes les références aux études, pour que chacun puisse s'en saisir. Je pense qu'il faut qu'on regarde aussi comment on donne un petit coup d'accélérateur sur les sujets d'évaluation. Comme Louis l'a dit, il y a quand même des choses qui sont très limitées pour l'instant et pourtant il y a beaucoup de matière et pourtant c'est des enjeux sur lesquels l'un dans l'autre, on a beaucoup de financement, même si bien sûr ça a été comment dire, en sous-jacent ou en explicite de différentes interventions. Les besoins sont énormes. Et donc, les questions de financement se posent, mais même si elles se posent, il y a déjà beaucoup de financement et donc il serait normal qu'on arrive à évaluer et bien sélectionner ce qui fonctionne et le passer à l'échelle. Et comme je l'ai dit tout au début, c'est une des raisons d'être de l'impactant que d'essayer d'aider à passer à l'échelle ce qui marche et donc ce qui a été évalué et donc de créer des liens avec la communauté des chercheurs sur ces sujets d'évaluation. Donc, il y a cette question d'évaluation et derrière de mise à l'échelle et derrière de plaidoyer et de financement. Et puis, il y a un sujet qui est quand même beaucoup revenu et qui me semble lui aussi peut-être plus accessible en ce moment qu'il l'a été à d'autres époques, c'est la mobilisation des entreprises parce que le contexte du marché du travail a changé très rapidement finalement pendant la période de Covid. Pas seulement à cause du Covid, d'ailleurs, c'est plutôt des méga-tendances qui sont révélées de manière différente après le Covid. Mais la question de la mobilisation des entreprises, le sujet du trait d'union, hein, je crois que c'est la Fabrique Nomade qui a utilisé ce mot, est important et c'est probablement un sujet sur lequel là aussi l'impact tank peut aider puisque par construction, on essaye d'avoir un pied dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi un pied dans le monde des entreprises, mais aussi les universitaires, mais aussi les pouvoirs publics. Et donc là, voilà, on peut peut-être essayer d'aider à tisser des liens qui semblent assez clés et qui peuvent permettre de faire quelque part le dernier kilomètre par rapport à tous les kilomètres que vous avez fait dans les différentes associations avec les personnes qui cherchent à s'intégrer dans la société française. Voilà, donc on pense qu'il y a peut-être un sujet pour nous. Merci à tous. Encore une fois, on va essayer de rassembler au moins les éléments clés pour pouvoir les communiquer et pas perdre la matière et pouvoir repartir de là pour aller plus loin une prochaine fois. Et puis à bientôt sur un autre webinaire.